parcours VAE. Donc, tout le monde sait ce que c'est un parcours VAE. On n'a pas besoin de reprendre en détail ce que c'est. Ce que je te propose, Marie-Ange, c'est qu'on démarre un peu par le basique. Globalement, comment va se dérouler au moment où un candidat se présente? Par exemple, on est convoqué, je ne sais pas, à 15 heures, par exemple. La personne se présente au centre. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe pour la plupart des académies, le candidat va être accueilli en amont par du personnel administratif qui va vérifier sa convocation, vérifier sa pièce d'identité, et puis va lui indiquer où attendre. Donc, soit devant la salle, soit ça peut être une salle d'attente collective. Et donc, il y a souvent une convocation 30 minutes à 15 minutes avant l'heure prévue pour le passage au jury. Ok. Voilà. Et après, ils attendent que le jury vienne les chercher. C'est ça, j'allais te dire. Là, à ce moment-là, une fois que tout ça c'est validé, on s'assoit sur un banc ou devant sa salle et on attend que le jury Exactement. démarre. Super. Et là, est-ce qu'on a quelqu'un qui va sortir? C'est-à-dire qu'est-ce que les jurys s'enchaînent? Oui. Alors, en fait, on a entre 15-20 minutes entre chaque candidat pour délibérer après le passage de chaque candidat, puisque quand on fait passer l'oral avec le co-jury, ensuite on discute pour décider quels blocs sont validés ou pas, voir s'il y a une validation totale, une validation partielle ou aucune validation. Et ensuite, quand c'est l'heure d'accueillir le prochain candidat, bah, effectivement, on ouvre la porte et on appelle le candidat par son nom et son prénom pour vérifier que c'est bien la bonne personne. Et ensuite, on le fait rentrer dans la pièce. Super. Très protocolaire. À partir de là, j'ai l'impression que l'oral VAE, en gros, il y a deux grandes parties, c'est ça? Oui, exactement. Donc, déjà, on accueille le candidat, on lui explique qu'il a le droit d'avoir une trame pour sa présentation écrite, d'avoir une bouteille d'eau. Donc, moi, je vous conseille vraiment de prendre une bouteille d'eau parce que, à force de parler, les 10 minutes de présentation, bah, on a vite la bouche qui s'assèche. Et puis, le candidat a la possibilité d'avoir son livret aussi devant lui, le livret imprimé. Donc, on pose le cadre, on explique qu'effectivement, on se rencontre dans le cadre de l'oral de VAE pour le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Et donc, il va y avoir un premier temps de 10 minutes de présentation et ensuite un temps d'échange qui dure ça dépend des académies, mais moi, ici à Montpellier, ça dure 45 minutes en tout, 45 à 50 minutes, donc 35 minutes à 40 minutes d'échange. Ok, super. Et alors, là, tu as dit quelque chose qui est important, c'est-à-dire que tu as dit dans l'Académie de Montpellier, c'est-à-dire que tu parles de toi, ton académie aujourd'hui. Moi, c'est une question que j'ai beaucoup entendue et je pense que ça serait bien que tu puisses nous en parler un peu rapidement, mais j'imagine que le protocole des jurys, c'est quelque chose de très cadré. Vous avez aussi, j'imagine, des personnes qui vous managent, qui vous disent, bah, voilà les règles du jeu, voilà comment vous allez faire vos jurys, voilà sur quoi vous allez évaluer, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les jurys, avant qu'ils s'assoient dans cette salle et qu'ils accueillent des candidats, par quoi vous passez, en tout cas pour celle de Montpellier, après si c'est pour Oui, d'autres. en fait, il existe un référentiel national pour les jurys. Qui est similaire pour tous. Et donc, en tout cas, nous, ici à Montpellier, mais je pense que ça doit se faire dans toutes les académies, on a un premier temps de réunion de préparation, environ 10 jours à 15 jours avant. Donc, c'est une réunion qui se fait en visio où effectivement, il nous aurait expliqué le cadre, ce qui est attendu, les différents documents à remplir, comment ça va se passer, s'il y a des difficultés vers qui se tourner. Donc, nous, on a vraiment un temps de préparation en amont. Après, sur place, le jour où nous, on est convoqués en tant que jury, on arrive en avance par rapport au premier candidat. Donc, oui, si je dirais 8 heures, enfin une demi-heure, 45 minutes avant, oui, 45 minutes avant l'heure de la première convocation de candidats. Et on refait un point sur justement, voilà, qu'est-ce qui est attendu, vers qui se tourner si on a une difficulté, reprendre le référentiel, les documents voilà, qui peuvent nous aider aussi pour pouvoir compléter, si besoin, selon les compétences, les indicateurs de compétences, bah, voir si c'est coché, pas coché et pour nous aider aussi à venir définir si c'est un bloc qu'on valide ou pas.
Et ensuite, voilà, on est dispatché dans nos salles selon les sous-commissions et on a un petit temps d'échange avec notre co-jury par rapport au livret qu'on aura lu chacun de notre côté en amont. Super. Et donc, à partir de là, c'est ça, tu as dit un truc important, c'est que les livrets sont lus en amont. Ça, c'est une obligation. Oui. Parce que je sais que parfois, je lis sur les réseaux, quoi que ce soit, où il n'avait pas lu mon livret. Alors, ça peut arriver, j'imagine, de manière ponctuelle, mais dans les règles, c'est stipulé que, en tant que jury, on doit lire le livret avant le passage. Oui, exactement. En fait, on reçoit les livrets sous forme dématérialisée, donc c'est pour ça qu'il est demandé aux candidats de les envoyer sur France VAE ou le DAVA par voie dématérialisée. Et on les a à peu près 3 semaines avant, ouais, bien 3 semaines, 1 mois avant, pour avoir le temps de lire tous les livrets. Nous, ici, à l'Académie de Montpellier, on fait passer 6 candidats par jour. Donc effectivement, il faut le temps pour pouvoir lire les dossiers. Et donc moi, par exemple, quand je lis les dossiers, en fait, ce que je fais, c'est que je me mets des petites annotations, des petits commentaires quand j'ai des questions. Et ensuite, comme ça va m'aider à pouvoir questionner le candidat pendant l'oral. Super. Alors là, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail de la manière dont toi, tu vas faire ton rôle de jury. Avant que je dise ça, je vais d'abord dire que voilà, ça, on va aussi parler de toi, ta perspective à toi. C'est pas forcément une généralité avec d'autres Ouais. jurys. Mmh. Donc, faut pas non plus que vous preniez ça comme un genre comptant, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'entendre aussi toi, en tant que jury, comment tu interprètes ton rôle et comment chaque jury peut aussi interpréter différemment son rôle. Mmh. Moi, en tant que jury, c'est vrai que donc nous ici, on a un formateur, un professionnel de terrain. Donc moi, effectivement, en tant que formatrice, je vais être très à cheval entre guillemets sur le référentiel, ce que un éduc de terrain sera peut-être un peu moins. Il ira peut-être chercher un peu plus d'autres éléments qui lui parleront plus dans sa pratique à lui. Moi, je vais essayer de viser plus large, plutôt par rapport au référentiel, alors que lui va viser par rapport aussi à ce qu'il connaît, ses expériences, parce que le jury professionnel n'aura pas de maîtrise spécifique du référentiel comme je peux l'avoir en tant que formatrice sur la voie initiale et en accompagnement VAE. Donc moi, effectivement, je vais avoir une certaine compréhension et une certaine, comment dire, spécificité autour, voilà, du référentiel. Ok, super. Du coup, j'aimerais poser une petite question qui est pas forcément directement justement avec le référentiel, mais qui est plutôt sur le savoir-être. Ouais. On sait que ça peut être quelque chose qui est visible par les jurys, bien entendu. Donc, au-delà du dossier écrit, c'est quoi l'importance que tu accordes à la posture professionnelle lors de l'échange? Pas forcément la posture dans le livret, justement, enfin plutôt comment tu vas la Ouais. comparer potentiellement avec celle dans le livret. C'est quoi une bonne posture pour un futur éducateur spécialisé? En fait, c'est vrai que le livret, il n'est pas noté. Donc, ça nous sert de support, pour l'échange. Donc effectivement, mieux il est fourni, mieux il est analysé, mieux il est expliqué, plus facile l'échange, sera. Mais il n'est pas noté puisqu'on doit venir évaluer chaque bloc de compétences à l'oral et c'est bien l'oral qui va venir, appuyer ça puisque déjà, il faut qu'on vérifie que c'est bien un livret qui a été créé par la personne et que ça n'a pas été un livret acheté ou un livret fait par quelqu'un d'autre. Et ensuite, on doit venir vérifier à l'oral que justement cette posture éducative est bien présente. Ce qui va être important au niveau de ce savoir-être, c'est vraiment la capacité à analyser, à réfléchir sur sa pratique, à prendre voilà, ce pas de recul pour voir la situation dans sa globalité et être en capacité de se remettre en question. C'est plus intéressant quelqu'un qui vient nous dire effectivement là dans cette situation, ça a été compliqué pour moi la mise en relation de créer la relation, je me suis appuyée plutôt sur mes collègues ou sur telle médiation. Enfin, ça vient nous montrer que c'est quelqu'un qui réfléchit et qui arrive à analyser ce qu'il met en place pour accompagner les personnes. Quelqu'un qui viendrait nous dire: «Ah non, moi, il y a tout qui fonctionne bien», là, on se pose des questions. C'est rare que tout fonctionne bien
dans les relations humaines, surtout quand on accompagne un public vulnérable. Alors, je ne dis pas que ça se passe mal, mais en tout cas, c'est pas linéaire, c'est pas fluide. Et donc, cette capacité à pouvoir se situer là dans la relation, dans une relation professionnelle, dans une relation socio-éducative, à être dans une posture éthique aussi, respectueuse et avec une maîtrise du cadre institutionnel, c'est ça qui va être attendu. Ok, super. Donc là, on entend vraiment typiquement par rapport à un diplôme de moniteur éducateur, typiquement. Là, on attend vraiment du recul. C'est sur ça aussi que ça va beaucoup être évalué. Oui, c'est ça. J'avais par exemple un candidat qui était professionnel dans un établissement accompagnant des adultes en situation de handicap et qui nous dit qu'ils ont mis en place le Macathon. C'est une technique de communication avec les personnes en situation de handicap et qui nous dit que voilà, ça a été mis en place. Donc, on lui pose la question avec ma co-jury, pourquoi ce choix du Macathon? Et il nous explique, c'est la psy qui nous a dit de faire ça. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est qu'il se pose des questions. On lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis la méthode PEX, par exemple, en place? La psy, elle nous a dit de faire comme ça. OK, mais donc, ce questionnement sur sa pratique, savoir à quoi ça sert, quel est l'intérêt, si on ne l'a pas, effectivement, pour nous, la posture des DUXP n'est pas là. Ok, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que du coup, là, la bonne réponse, entre guillemets, ça aurait été qu'en amont, justement, potentiellement, à l'instant T, quand la psy lui a dit il faut faire ça, il l'a fait parce que voilà, c'est son rôle aujourd'hui. Mais dans le cadre de son parcours VAE, c'est là où normalement il aurait dû C'est ça, prendre du exactement. recul, faire la réflexivité et ensuite se présenter au jury en expliquant voilà, sur l'instant T, je l'ai fait parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais en fait, avec le recul, voilà pourquoi je le fais, voilà pourquoi je choisis ça. Exactement. Et puis nous dire, effectivement, on a fait comme ça et en fait, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas ou que ça avait bien fonctionné. Donc, mais comprendre les effets que ça peut avoir et l'intérêt que ça peut avoir. Essayer de prendre, d'évaluer en fait. C'est ce qui va être. Je pense que c'est ce qui manque. Après, on va discuter de ce qui est un peu manquant, mais c'est ce qui va manquer par moment quand on ne va pas forcément valider, par exemple, le bloc 4 sur la conception et la conduite du projet, c'est cette capacité à évaluer ce qu'on met en place. Ça, souvent, dans les étapes de méthodo, quand on demande à un candidat, voilà, sur la conception et la conduite du projet éducatif, du projet personnalisé de la personne ou un projet collectif, quelles sont les étapes? Alors, souvent, on ne nous parle pas des besoins de la personne, de l'intérêt de la personne, on nous parle d'envie. Maintenant, en tant qu'éduc, on n'est pas là pour répondre à des envies. Vous êtes là pour observer et pour analyser les besoins de la personne et proposer ensuite des actions socio-éducatives qui viendront répondre aux besoins et à l'intérêt de la personne. Donc, souvent, ça reste, quand je dis souvent, quand on ne valide pas ce bloc de compétences, c'est qu'on reste sur la mise en œuvre. Voilà ce que je mets en place. Mais la réflexion en amont et la réflexion après sur l'évaluation, ça, c'est absent. Et c'est ça qui fait que ce bloc-là, le bloc 4, il n'est pas validé. Ok, super. Ce que je te propose, c'est qu'on avance sur un sujet qui est du coup un peu lié et qui, maintenant que tu m'as dit ça, moi, ça me questionne, c'est le lien entre la pratique et la théorie. Ouais. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent t'écouter, qui doivent se dire, en fait, il faut que je creuse tout, quoi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, il faut que je le creuse, il faut que j'arrive à trouver une théorie, mais ça peut devenir un travail monumental, quoi. C'est-à-dire qu'on finit par tout remettre en question, et une fois que tout est remis en question, on se perd un petit peu. Toi, tu as l'impression que c'est quoi le bon équilibre et comment faire le pont, en fait, finalement, entre la théorie, donc comme tu disais, toi, ça, le référentiel de compétences, etc., les concepts, et les actions de terrain où il y a un moment, il faut agir et on n'agit pas, comme tu disais, c'est pas tout le temps fluide, c'est pas tout le temps simple, quoi. En fait, on n'est pas. Alors, la différence entre un mémoire en formation initiale, c'est qu'on va partir de la théorie pour venir expliquer comment on le met en pratique. Là, en VAE, c'est le chemin inverse. On va montrer ce qu'on fait dans la pratique et y mettre du sens grâce à la théorie, d'accord? Mais on ne va pas attendre une connaissance spécifique d'une théorie ou
ou d'un courant de pensée, mais plutôt savoir ce qui se fait, ce qu'il existe. Effectivement, quand on parle de systémie, de sociologie, c'est des choses qui vont être importantes pour l'éducateur spécialisé. La systémie, c'est voilà, de penser l'accompagnement dans son système, dans son ensemble, et pas juste dans la relation duel, c'est d'avoir aussi ça en tête, c'est de comprendre ce qu'il existe et comment on peut ou pas s'y attacher dans sa propre pratique. Nous sortir des grandes théories, voilà, je connais plein de trucs, j'ai lu plein de trucs, mais pas réussir à faire du lien avec sa propre pratique, ça ne servira à rien. Il est plus intéressant d'avoir une référence théorique. C'est pas sur la relation éducative, on peut parler de Roussel ou de Gabérin, par exemple, en lisant un ou deux chapitres ou quelques articles. Ça va aussi permettre d'avoir une connaissance un petit peu de comment c'est pensé. Mais après, il ne va pas être demandé d'avoir une connaissance scientifique, entre guillemets, des théories. Mais c'est vraiment le lien que vous faites entre la théorie et la pratique. Si vous en parlez dans votre livret, le jury peut vous dire, vous, comment vous voyez ça? Pourquoi c'est cette théorie-là qui vous parle? Et c'est toujours le lien avec votre pratique. Si ça vous parle, ça veut dire quelque chose. Mais c'est venir chercher en quoi moi ça me parle, en quoi moi ça me correspond dans ma pratique. Ok, nickel. Donc là, j'ai l'impression que ça va faire la suite tout à fait logique avec la question juste après, parce que là, tu viens de nous décrire une première erreur classique dans les livrets. C'est quoi les autres erreurs, entre guillemets, classiques, fréquentes, que tu observes dans la description des situations de travail? Est-ce que En c'est un fait, manque de recul, excès de ouais. description? En fait, ce qui va être manquant, c'est que on voit l'éduc la tête dans le guidon. Il y a une description de la situation, comme si on était sur un compte-rendu ou une évaluation socio-éducative de la personne. D'accord? Et qui va nous présenter, voilà, la personne, par exemple, si on est sur le projet personnalisé de la personne, il va y avoir la description spécifique des objectifs mis en place, des actions mises en œuvre, mais la situation n'est qu'un prétexte pour venir parler de vos compétences à vous. Si on ne vous voit pas, vous, dans la situation décrétée, qu'on ne voit que la personne, là, on est sur un compte-rendu de situation éducative. Mais ça ne permet pas de voir votre prise de recul, justement, sur je sais à ce moment-là dans quel intérêt je mets ça en place. C'est ça qui est manquant, c'est que vraiment on est sur de la description, comme dans le dossier unique de la personne, on est sur le compte rendu de sa situation. Voilà, l'évaluation de son projet, son évolution, voilà, son évolution c'était ça, ça, ça. D'accord, mais la réflexion sur moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai mis en place? Comment j'ai pensé l'espace pour recueillir la parole de la personne, pour construire son projet personnalisé avec elle. C'est ça qui va être important, c'est de dire, au lieu de nous dire, je recueille la parole de la personne, ça me permet de mettre en place les objectifs avec elle. Ok, mais comment vous recueillez la parole de la personne? À quoi ça va vous servir spécifiquement? Sur quoi ça vient s'appuyer aussi? Le cadre réglementaire va être hyper important aussi là. Savoir que ça vient s'appuyer sur des lois, sur un cadre institutionnel obligatoire. Il y a aussi ça, cette difficulté à lier l'accompagnement individuel ou collectif à sortir un petit peu et voir, voilà, que forcément, on fonctionne en équipe, forcément, on a un cadre institutionnel derrière qui nous oblige ou qui nous interdit, entre guillemets, d'agir de telle ou telle manière. C'est aussi ça, connaître son propre cadre pour pouvoir amener un cadre éducatif à la personne. Ça va être obligatoire et réussir à démontrer que ça, vous le maîtrisez, ça va être indispensable. Ouais, en fait, ce que tu me dis là, je relis un peu tout ce que tu me dis depuis le début, c'est que finalement, dans ces deux voies de validation de ce diplôme, on a vraiment la voie de l'école où là, en fait, on va apprendre la théorie et ensuite on va essayer de la mettre en pratique. Et donc, dans un mémoire, en fait, finalement, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va partir de la théorie pour expliquer une situation qu'on voit. Mais dans le de la VAE, il faut tout de suite se dire qu'on part de la pratique. Mais il y a vraiment deux chemins possibles. Il y a partir de la pratique pour aller à la pratique et partir de la pratique pour aller à la théorie.
Là, tu nous dis, il y a un piège auquel il ne faut pas tomber, c'est parler de la pratique pour parler de la pratique. C'est ça, Non. exactement. C'est monter vers la théorie, c'est réussir à raccrocher ça à des théories. Alors, Et ça, pas du coup, forcément effectivement, que de théorie, hein, mais aussi sa propre analyse. Tu vois, de ouais. se dire aussi, bah, ok, je fais ça comme ça à ce moment-là, parce qu'au niveau de la théorie, au niveau du cadre réglementaire, bah, ça te raccroche sur ça. Mais moi aussi, de quoi je vais me servir? Ben, voilà, parler d'observation. L'observation, ça me permet de prendre du recul, effectivement, pour pouvoir penser et ensuite essayer et tester et oui, revenir peut-être en arrière et peut-être essayer de nouveau ou aller vers un partenaire, aller vers les collègues. C'est cette auto-analyse et cette prise de recul sur soi aussi qui va être manquante. Ok, super intéressant. Très clair. Écoute, je te propose qu'on avance un petit peu sur la partie plus, entre guillemets, sonnante et trébuchante, concret, les critères de validation. Okay. Donc ça, tu nous as dit, c'est possible de valider partiellement son diplôme. Oui. Tu as commencé à nous en parler, mais j'aimerais du coup qu'on passe un peu plus de Ouais. temps parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on renvoie, c'est les blocs de compétences, ou plutôt les domaines de compétences où on bute, enfin où les candidats butent le plus souvent. Alors effectivement, le diplôme, il est séparé en 4 domaines de compétences, mais dans chaque domaine de compétences, il y a 2 blocs. Le jury va venir valider bloc par bloc. Vous pouvez très bien valider un bloc d'un domaine de compétences sans valider le deuxième. Effectivement, le domaine de compétences ne sera pas validé, mais vous pouvez très bien valider, par exemple, 1, 3, 5, 7. Ça fera un bloc par domaine. Ce qui va être le plus compliqué, souvent, c'est le bloc 2, parce qu'on est sur l'analyse, justement de la construction, de l'accompagnement éducatif. Donc c'est là qui va être vraiment attendu, le fait de savoir développer sa compréhension de la situation de la personne, grâce, à l'observation, grâce à l'analyse. On est vraiment sur, voilà, dans l'accompagnement, dans la création de la relation éducative, comment j'arrive justement à m'en extraire et à prendre du recul pour analyser comment je construis, cet accompagnement. C'est ce que je te disais. Donc ça, c'est ce bloc-là qui va être des fois difficile à valider. Le Ok. bloc 4 aussi, voilà ce que je disais tout à l'heure, sur la conception et la conduite de projets éducatifs, parce qu'il nous manque souvent la partie d'évaluation. Et la partie de quoi je pars, de diagnostic, entre guillemets, diagnostic socio-éducatif, qui des fois va être manquant et on va plus être dans effectivement de l'animation qu'on attendrait un peu plus d'un moniteur éducateur sur l'animation du quotidien et la mise en place d'actions. Sans cette prise en compte globale de la situation, d'observation et d'analyse pour pouvoir penser les actions socio-éducatives en lien avec le projet, en lien avec les besoins, en lien avec les intérêts de la personne. Et puis, on a aussi souvent, ça va être les blocs 7 et 8. Bloc 7 sur la connaissance et la maîtrise du contexte institutionnel. Donc, c'est vraiment la connaissance et l'analyse du contexte institutionnel. Donc, effectivement, selon le contexte dans lequel vous travaillez, et connaître les lois qui régissent les structures et plus globalement pour toutes les structures du social et du médico-social, la loi du 2 janvier 2002 qui vient rénover l'action sociale et médico-sociale avec les 7 outils de la loi, ça va être primordial de les connaître. Parce que c'est ce qui vient cadrer, même si on se dit, mais effectivement, c'est très théorique, mais c'est ce qui vient cadrer, vous, votre intervention. Donc, si vous ne maîtrisez pas le cadre de votre intervention, effectivement, comment être sûr que vous êtes dans une posture adaptée dans l'accompagnement des personnes? Et la mobilisation des acteurs et des partenaires, souvent, il y a une méconnaissance de ce qui est le partenariat en travail social. Parce que le terme partenaire, en fait, on l'utilise tout le temps pour tout. Ça veut dire on travaille avec. Donc, quand j'ai des candidats qui vont me dire, effectivement, je suis en partenariat avec mes collègues.
Ah non, vos collègues, ce n'est pas des partenaires, parce qu'il y a un partenariat, il y a une définition spécifique sur ce qu'est le partenariat, et donc on est sur des entités distinctes, avec une réflexion commune, avec des objectifs communs qui sont pensés ensemble, avec une contractualisation en fait. Et ça, c'est pas forcément maîtrisé. Pareil, le réseau, qu'est-ce que c'est le réseau? Ça, c'est une question qui revient pour tous les jurys, mais pour tous les jurys de tous les diplômes du travail social au niveau 6, qui ont les 4 derniers blocs de compétences similaires. Donc ça, c'est une question, quelle est la différence entre un prestataire, un partenaire et le réseau? Et ça, souvent, les candidats vont bloquer dessus. Ok, ça c'est intéressant. Donc, on va pas prendre le temps ici d'expliquer la différence, hein, mais il faut aller essentiel, parce que sinon on n'aura pas trop le temps d'avancer là-dessus. Justement, j'ai une question avant que, et d'ailleurs je voulais le dire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, parce que là c'est mes 2 dernières questions promis, après je passe la main. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires juste en dessous pour qu'on puisse les transmettre à Marie-Ange. J'aimerais bien qu'on parle d'un dernier pan qu'on n'a pas encore abordé sur l'oral, c'est la gestion du stress et l'imprévu. Ouais. Là, tu as commencé à en parler un peu avec les questions, c'est-à-dire que ça peut nous mettre un peu dans le stress, de buter sur des mots, etc. Euh, pour toi, c'est quoi ton conseil principal si, en tant que candidat, on est déstabilisé, parce que ça arrive tout le temps, tous les candidats vont finir par être déstabilisés par une question, par quoi que ce soit, par quelque chose qui n'est pas normal, qui ne correspond pas à la manière dont ils se sont entraînés. Comment tu conseilles de rebondir, toi? C'est quoi tes petits conseils, tes petits trucs astuces, les choses que tu as vues qui fonctionnent d'ailleurs potentiellement directement en jeu? Ouais, je pense que ce qui est intéressant déjà, c'est de pouvoir dire, hein, alors, votre question, je la comprends pas vraiment, est-ce que vous pouvez me la réexpliquer? Plutôt qu'essayer de répondre à quelque chose qui vous semble un peu, qui correspondrait, mais où vraiment là, on se dirait, bon, bah ok, c'est pas maîtrisé. Mieux dire, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Je comprends pas exactement. Et après, si vous ne savez pas, ce qui va être important, c'est de dire que vous savez où aller chercher. Si le jury vous dit, bah voilà, au niveau, enfin, peu importe la question, mais que vous ne savez pas exactement, bah, effectivement, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais j'en ai connaissance, mais je sais vers qui me tourner pour pouvoir aller creuser, je sais où aller chercher, sur des sources, je trouve plus mon mot, qui sont, Officiel. officielles, voilà, c'est ça exactement, qui sont vérifiables. Là, ça va être intéressant de dire, bah, voilà, effectivement, bah, on continue d'apprendre, dans nos métiers, mais dans tous les métiers. Et donc, de pouvoir dire, bah, effectivement, je sais où aller chercher, je sais vers qui me tourner. Ça va déjà être une première réponse, qui sera plus intéressante que d'essayer de broder quelque chose, quand on ne sait pas. Ok, ça c'est déjà un conseil qui est pas mal. Est-ce que Ouais. toi, tu as des conseils? Pardon, tu allais dire quelque chose. Oui, j'allais dire aussi, ça peut être, intéressant, n'hésitez pas aussi à dire, bah, depuis le dépôt de mon livret, effectivement, il y a des choses que j'ai écrit dans mon livret, mais je l'aurais pas écrit comme ça maintenant parce que j'ai continué à réfléchir, j'ai continué à analyser, des situations, ou alors voilà, je me suis renseignée un peu plus, et effectivement, démontrer que votre, réflexion ne s'arrête pas au dépôt du livret, et que vous continuez, bah, voilà, à lire, à écouter, à vous renseigner, ça va être aussi important parce que, la question sur la veille professionnelle, comment vous, vous assurez de rester en veille professionnelle, que ce soit au niveau réglementaire, que ce soit au niveau, heu, au niveau des nouveaux apports, éducatifs, ça va aussi permettre de montrer au jury que, bah, voilà, pendant votre élaboration de livret, vous avez cherché, vous avez lu, mais que c'est pas quelque chose qui est terminé, puisque ça, c'est une compétence qui est attendue chez l'éducateur spécialisé, d'être constamment en veille professionnelle. Ok, super. Et du coup, ce que j'allais te dire, c'est est-ce que toi, tu as des conseils plus sur l'avant pour bien réguler son stress? Ouais. Des petits trucs et astuces. Je pense à la nuit d'avant pour bien dormir ou des trucs comme ça.
des manières de bien réviser, des pièges à ne pas faire pendant les révisions typiquement? Ouais. Pour la présentation, euh, essayez d'apprendre par cœur une présentation écrite de 10 minutes et nous la réciter comme on récite une poésie quand on était enfant. Ça ne fait pas du tout naturel. Donc, il vaut mieux avoir un plan avec voilà, des grandes idées. Voilà, par quoi je commence, après qu'est-ce que j'ajoute, plutôt que d'avoir un écrit que vous essayez d'apprendre par cœur, ou si vous l'avez sous les yeux, bah, vous allez avoir tendance à le lire. Donc ça, surtout pas, parce que le jury va vous demander de le regarder, et c'est aussi une compétence attendue pour les diplômes du travail social, c'est la communication orale. Donc, ne pas lire de présentation, mais plutôt voilà, se faire des grandes idées. L'essentiel, ce n'est pas les mots, c'est les idées. Donc, même si ce n'était pas ce mot-là que vous aviez dit exactement pendant votre préparation pour l'oral, ce n'est pas grave du moment que l'idée reste là. Et c'est ça le plus important. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment aussi préparer cette présentation. Parce que des fois, on arrive, on a des candidats qui, au bout de 2 minutes, ne savent plus quoi dire parce que ça n'a pas du tout été préparé. Et c'est dommage parce que la partie de présentation, c'est aussi un élément sur lequel on vient s'appuyer en tant que jury pour questionner le candidat. Dans votre présentation, vous avez amené tel élément, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Si vous avez aussi changé d'emploi depuis l'écriture du livret, n'hésitez pas à en parler pendant la présentation, parce que le jury viendra aussi vous questionner sur ce que vous faites actuellement et pas forcément que ce que vous avez écrit. Là, j'avais eu le cas, une candidate qui avait changé complètement d'emploi, et on l'a questionnée que sur son emploi actuel et pas sur ce qu'elle avait écrit dans le livret, parce que c'était plus adapté dans sa présentation et dans son expérience pour pouvoir aller chercher les compétences attendues. Donc après, pour le stress, ça va dépendre des personnes, hein. Il y a des personnes qui vont se dire: «Je ne veux pas manger pour pas somnoler», ou alors au contraire: «Il faut que j'ai le ventre bien rempli». Vous vous connaissez et il faut vous écouter vous, savoir ce qui marche le mieux pour vous. Effectivement, dormir la nuit avant, les révisions de dernière minute, ça ne va pas rentrer. S'il y a le stress, de toute façon, essayez de relire, relire, relire. Ce que vous pouvez faire les jours précédents, alors je sais que personne n'aime s'écouter, mais c'est de s'enregistrer et de se réécouter. Et en fait, ça vous permettra aussi de pouvoir mémoriser les éléments que vous voulez amener dans votre présentation. Est-ce que la présentation de 10 minutes est là pour présenter le dossier ou plutôt pour ramener quelque chose de supplémentaire, approfondir un sujet ou une situation? Moi, ce que je conseille à mes candidates, enfin aux candidates que j'accompagne, le jury aura lu votre dossier. Donc, on n'est pas là pour faire un résumé du dossier. Ce qui va être important déjà, c'est de vous présenter vous et de présenter votre parcours, un peu comme ce que vous avez mis dans les motivations. Savoir ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui devant le jury. Pourquoi vous vous présentez là pour passer cette VAE. Ensuite, vous allez pouvoir parler de votre structure, là où vous bossez actuellement. Vous allez reparler de vos situations. Ça, c'est important. Non pas résumer vos situations, mais dire pourquoi vous avez choisi telle ou telle situation. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer en choisissant telle et telle situation? Quel était l'intérêt par rapport au référentiel de compétences de choisir ces 3 situations ou 4, selon ce que vous avez écrit dans votre livret. Ce qui est important aussi, c'est de parler de cette VAE, justement, cette démarche de VAE. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que c'est venu chambouler en vous? Parce qu'effectivement, ça chamboule plein de choses, de prendre du recul, de se questionner, de s'analyser, entre guillemets. Donc, vous pouvez venir à amener effectivement ce que cette démarche vous a amené, et finir par une petite phrase de conclusion. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Enfin, de pouvoir vraiment montrer au jury que ça y est, j'ai fini ma présentation. Après, il y a ces 10 minutes maximum.
Si on dépasse 10 minutes, on demande au candidat de s'arrêter par souci d'équité avec les autres candidats. Mais si ça fait 8 minutes, c'est très bien aussi. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus se mettre la pression il faut faire 10 minutes, 10 minutes. Effectivement, si ça fait moins de 5 minutes, ça risque d'être trop peu. Mais si on est autour des 7-8 minutes, c'est déjà très bien. Je suis le juge Ouais. de formation initiale. Comment le jury perçoit les candidats EJE qui passent le DES? Super question. Est-ce qu'il y a un regard particulier, des attendus particuliers, sachant que j'ai le DC1 et le DC2 à passer? Alors, ce qui va être attendu, souvent donc, que ce soit dans ce sens ou dans l'autre sens, c'est de pouvoir démontrer, votre compréhension de la différence de ces 2 métiers. Le jury va venir vous questionner, qu'est-ce qui différencie une JE d'un EDUXP ou d'une EDUXP? Et comprendre, cette complémentarité et en quoi ces 2 diplômes sont différents, ça va être super, super important. Après, il y a pas de regard, spécifique, sur le fait que ce soit, un professionnel qui a déjà un diplôme, de niveau 6 en travail social. Effectivement, si vous l'avez eu, après la réforme 2018, donc depuis 2021, vous n'avez que les 2 premiers décès, à passer, donc les 4 premiers blocs. Hem, Effectivement, le jury ne viendra pas vous questionner sur les 4 blocs, mais il va y avoir quand même, cette attente de vous êtes déjà un travailleur social, vous avez eu une formation initiale de travail social. On veut voir vraiment, une posture de travailleur social. Hem, mais après ça dépend aussi de votre expérience, ça dépend de là où vous êtes, de pourquoi, la VAE d'EDUXP. Mais voilà, c'est de dire que vous êtes déjà, en poste. Ah, je vois une question. Oui, on a eu pas mal de questions Ouais. entre-temps. En tout cas, Lisa, j'espère que ça a répondu à votre question. Première question de Virginie. Je suis AMP, j'ai construit mon service et devenu la coordinatrice. Sur quoi on va me questionner, j'imagine. En tant qu'AMP alors peut-être qu'on peut vous questionner, pourquoi directement ES et pas ME? Après voilà, si vous êtes coordinatrice, forcément vous avez une place attendue, d'ES. Mais, vous allez être questionné vraiment, comme les autres candidats, hein, sur, alors cette distinction, des différents métiers, ça va être essentiel aussi. Comment vous différenciez l'AMP, ou l'AES, du ME, de l'EDUXP? Parce qu'effectivement, dans beaucoup de structures, tout le monde fait un peu la même chose. Et donc, c'est, quelle est spécifiquement la différence et comment, au niveau de la posture professionnelle, vous voyez une différence? Pourquoi là, vous considérez que vous avez une posture d'ES, au niveau professionnel? Et après, au niveau de la coordination, alors ce qu'il faut faire attention quand on a un poste de coordination, c'est, des fois, le candidat va avoir tendance à vouloir démontrer: «Je suis en poste de S, je fais de la coordination». Donc on est beaucoup sur du je. Alors effectivement, on attend que vous parliez de vous, mais s'il n'y a pas du tout de prise en compte de l'équipe et qu'on est plus sur un «petit chef» entre guillemets qui envoie, des tâches à faire. Là, on n'est pas sur ce qui est attendu, de la place de l'EDUXP, au sein d'une équipe. Cette relation, de collaboration où même si vous êtes en place de coordination, il va être attendu que vous preniez en compte les avis, les observations, les questionnements de l'équipe pour aussi pouvoir, les accompagner au mieux. Nickel. Question de Émilie. Est-ce que Très dans bien. nos réponses à l'oral, nous devons préciser le ou les décès concernés? Une question intéressante. Non, 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 pas du tout. Il faut alors que ce soit, à l'oral ou à l'écrit, il faut que le jury, en fait, c'est lui en vous posant les questions vont forcément induire des réponses rattachées à certains blocs. Mais c'est au jury de percevoir dans votre discours
si effectivement ça vient bien répondre aux compétences attendues. Donc, il faut pouvoir maîtriser le référentiel, il faut pouvoir comprendre aussi ce qui peut être intéressant, c'est de savoir, OK, quand le jury me pose telle question, il vient me questionner sur tel bloc, donc je sais à peu près quels sont les termes spécifiques rattachés à tel bloc, donc je vais pouvoir lui répondre voilà, par rapport aux indicateurs de compétences, par rapport à ce que je mets en pratique, mais c'est au jury de pouvoir lire en fait comme des sous-titres dans votre réponse directement à quel bloc ça vient se rattacher. Mais c'est le jury, de toute façon, le jury questionne bloc par bloc, même si vous ne vous en rendez pas compte. Nous, on sait nos questions se rattachent à quel bloc et c'est nous qui viendrons valider ou pas si ça correspond bien à ce qui est attendu comme réponse. Ok, super. Question de Sarah. Est-ce que les termes techniques comme relations éducatives, observation fine, démarche éthique, etc. sont vraiment attendus ou on peut expliquer avec nos mots à nous? Termes pro, oui, ils vont être attendus. Effectivement, le vocabulaire professionnel dans le travail social, même si vous expliquez avec vos mots, si vous n'avez pas la maîtrise du vocabulaire professionnel, ça ne montrera pas forcément votre maîtrise totale de la posture à avoir. Puisque oui, parler de relations éducatives, parler de voilà, dire que expliquer comment vous passez d'une relation de confiance à une relation éducative, utiliser les termes exacts, va être essentiel, oui. Ok, oui, ça, c'est qu'en fait, les termes exacts, ça fait aussi partie de la compréhension dont on a du recul par rapport à juste les termes qu'on peut utiliser au quotidien, quoi. Exactement, ça montre la maîtrise en fait du cadre d'intervention et de la posture attendue. Super. Et dernière question de Camille. Lors de mon accompagnement, on m'a expliqué qu'il était important de se présenter déjà en tant qu'éducateur spécialisé. Classique. Qu'en dites-vous? J'ai peur de paraître un peu prétentieuse en me présentant comme cela. Il y a 2 écoles là-dessus. Il y en a certains qui vont dire, effectivement, si vous venez passer la VE, ça veut dire que vous êtes déjà en poste d'éducateur spécialisé, donc vous venez dire que vous êtes déjà en poste d'éducateur spécialisé. Moi, c'est quelque chose des fois qui peut me déranger. J'avais une candidate qui disait, bon, c'était sur les OJE, mais qui disait éducatrice de jeunes enfants légitimée. Et à l'oral, elle disait ça. Je suis éducatrice de jeunes enfants légitimée, je suis éducatrice de jeunes enfants légitimée. Alors, moi, ça me dérangeait, entre guillemets, parce que légitimée par qui, par quoi? Effectivement, peut-être légitimée par sa direction, mais pas encore légitimée par un diplôme. Donc moi, ça vient me poser question aussi sur cette remise en question de, effectivement, peut-être que j'ai les compétences, mais je sais que je n'ai pas encore le diplôme. Moi, je préfère un candidat qui va me dire, je fais fonction d'éducateur spécialisé dans ma pratique, mais pas qui viendrait se nommer je suis moniteur éducateur ou je suis éducateur spécialisé. Moi, effectivement, j'ai une posture d'éducateur spécialisé, j'ai une place d'éducateur spécialisé, mais pas forcément encore je suis éducateur spécialisé, je suis éducatrice spécialisée. Ok, donc si je réponds entre guillemets avec la langue de bois, c'est vous le faites comme vous êtes le plus à l'aise, parce que de toute façon, potentiellement, vous allez avoir des gens qui vont interpréter A ou B. C'est ça, exactement. Super. Alors, j'ai une autre question de Cindy. Bonjour. Quel est également le point de vue des jurys si on démarre en parallèle une formation Café Ruisse? Très ambitieux. Ah ouais. Est-il conseillé d'en parler ou pas, pardon. Actuellement ME avec VES validé partiellement il y a quelques années. Depuis, j'occupe un poste d'ES avec mission de coordination. J'aimerais valider définitivement mes compétences ES pour débuter ma formation Café Ruisse. Je vous conseille de ne pas en parler, effectivement, parce que les personnes qui vont être sur 2 formations, on va se dire, elle ne sait pas où se positionner et elle n'a pas forcément ni vraiment la posture de S, ni vraiment la posture de chef de service. Puisque effectivement, au niveau du référentiel, on peut venir balayer plusieurs compétences, que ce soit sur le Café Ruisse ou l'XP autour de la coordination, même si sur le Café Ruisse, on va être vraiment sur des spécificités autour de l'encadrement et de la gestion d'un service éducatif, ce qui ne sera pas attendu chez les DUXP. Mais moi, je vous conseille de ne pas forcément le dire. Ouais. Parce que ça peut voilà, démontrer au jury que vous allez chercher un peu partout sans savoir exactement qui vous êtes.
Je travaille en MEX et je suis issu du secteur de l'animation, direction ACM, par des séjours de vacances avec des enfants confiés à l'ASE, mais je suis orienté en MEX. Est-ce que c'est OK de dire que certains outils utilisés dans le secteur de l'animation, comme l'imaginaire, pardon, pour désamorcer certaines problématiques, en reprenant que ça a été vu avec des pédopsies et psychomotriciens? Ce qui va être, des fois difficile justement pour, des postes d'animateurs socioculturels qui sont, sur une validation, des DUXP, ça va être, justement différencier, ce qui est, de l'animation, de l'éducation, donc d'une action socio-éducative. Utiliser des médiations, connues, une méthodologie de mise en place d'animation, hem va être super intéressante, hein, pour le métier d'éducateur spécialisé. Du moment que vous arrivez justement à vous en détacher, c'est-à-dire à montrer en quoi le diagnostic socio-éducatif a été pensé en amont. Comme vous dites, si ça a été, validé, par un psy ou pédopsie, ça veut dire que ça a été réfléchi, que ça a été, discuté et ensuite que c'est évalué. Et démontrer qu'à ce moment-là, même si vous utilisez des médiations qu'on utilise en animation, on le fait beaucoup, hein, en tant qu'éduc, c'est de montrer comment vous arrivez justement à prendre du recul et qu'on n'est pas juste dans un temps d'animation, mais que cette action, socio-éducative va venir, avoir un intérêt dans l'accompagnement, global du jeune. Juste si un dernier mot, le jury, va sûrement vous poser une dernière question, à la fin, c'est: «Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?» Donc, essayez de réfléchir peut-être à si on vous pose cette question, qu'est-ce que vous aimeriez dire? D'accord? Moi je le fais à chaque fois pour venir, signifier: «OK, là on est sur la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de nous dire, que vous aimeriez rajouter?» Ou alors, il y a une question, c'est: «Quel éducateur spécialisé vous êtes?» Donc ça peut être compliqué. Donc essayez, voilà, de réfléchir à ces questions-là si ça vient, en conclusion de l'échange. C'est super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ah non, j'ai une dernière question de Rachel. Bon, après, on se dépêche parce que 58. J'ai 25 ans d'expérience dans le domaine du handicap et protection de l'enfance, mais je suis depuis un an animatrice en EHPAD. Est-ce que ça peut m'être préjudiciable devant le jury? Non, pas forcément. Après ça ce qui serait intéressant, c'est de parler de vos différentes expériences, et donc si vous avez là une place, en EHPAD, mais que vous faites de l'éducatif, ça peut être aussi une expérience, intéressante à présenter. Donc non, non. Écoute, merci beaucoup Marie-Ange.